D'être ici présente ce soir. Je suis très heureuse de vous accueillir à Galerie Bula pour cette table ronde consacrée à la place de l'art, des femmes afro-caribéennes dans les musées en Suisse. Je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement nos invités, Nayan Sakumu Fankolo et Laura Flores, qui ont répondu positivement ce soir, qui ont été en fait appelés ou nommés ou référencés par les artistes elles-mêmes. Lorsque je développais la programmation de l'exposition, j'ai demandé aux artistes quelles personnes elles souhaitaient voir parler de leurs œuvres et de leur travail durant cette table ronde. Et chacune m'a donné le nom des intervenants et intervenantes. Lorsque nous parlons de musée, nous parlons bien sûr de lieux de conservation et de transmission du patrimoine, mais nous parlons aussi de lieux qui participent à la construction de nos imaginaires collectifs. Ils contribuent à déterminer quelles histoires sont racontées, quelles voix sont entendues et quelles œuvres sont mises en lumière. Or, pendant longtemps, de nombreux artistes ont été absentes ou marginalisés dans les collections, les expositions et les récits institutionnels. Cette réalité est encore plus marquée lorsqu'il s'agit de femmes afrodescendantes et afro-caribéennes, dont les œuvres interrogent souvent les questions de mémoire, d'identité, de migration, de colonialité, de résistance et de création de nouveaux récits. Depuis plusieurs années, de nombreux musées à travers le monde et en Suisse aussi sont appelés à repenser leurs pratiques, leurs collections et leurs récits. Comment ces institutions muséales suisses accueillent les œuvres produites par les femmes afro-caribéennes? Quels récits leurs œuvres proposent-elles? Quels espaces leur sont accordés? Et quelles transformations restent encore à accomplir pour construire des institutions plus inclusives et plus représentatives de la diversité des expériences humaines? Ce sont quelques-unes des questions que je me suis posées dans le cadre de cette exposition et pour lesquelles aussi on va peut-être essayer de répondre ou d'apporter des pistes de réflexion ce soir. Sans plus attendre, je propose aux intervenants et intervenantes de se présenter et je laisse la parole aux personnes de la table ronde pour se présenter. Merci à toutes et à tous. Can you hear me? Alors, parce qu'ils ont oublié de se présenter, c'est Galamani Miranda, la curatrice de l'exposition. Voilà. Et là, c'est Mona Boulard, la directrice de la galerie. Sinon, les gens ne savent pas qui est. Voilà, I think now the mic is on. No? c'est moi. I turn it off, please. Tonight, I need a microphone because we had a really exciting time at Africa Basel, talking to lots of really wonderful people, and also it's the space where the Africa sport community in Switzerland comes together, which is something very, very important. Also, spaces like the Honest Gallery, which is a great initiative to bring also discourse between African artists and Africa's black artists. So this is not my usual voice. I have to live in silence like a monk for 48 hours, but I can talk like this after that experience. And you can still can't hear me. Si, mais il faut que je traduise. Elle demande des excuses parce qu'elle a, elle a sa voix, une extinction de voix. Elle remercie des espaces comme celui que Mona Boulard elle tient pour les espaces afrodescendants. Et puis elle dit qu'elle a dû rester pendant 48 heures tel un moine sans devoir parler pour pouvoir parler et que sa voix n'est pas la voix normale. Sorry, yeah, I forgot. Thanks for the translation. So yeah, long story short, I'm Laura Intensely. I'm an artist and a Kunstfamilie, which means like art educator in Switzerland. And
very glad to be here. Je suis Laura Armenda Kinsler, je suis artiste et je suis également Kunstvermittlerin, qui est médiatrice culturelle en fait. Et je parle dessus. Et je suis Laura Flores, je viens du Caraïbe colombien et puis je suis chercheuse à la Documenta, donc à Documenta Institute à Kassel en Allemagne. Et puis, je me spécialise dans l'art qui est produit dans la violence structurelle, donc notamment des archives des communautés noires en Colombie. Et puis, comme activiste, je travaille aussi dans la justice culturelle en Suisse. Bonjour, je m'appelle Yvonne Gonzalez, je suis musicienne, juriste et performeuse et un peu dans les arts visuels depuis maintenant. Et voilà, et aussi, on peut dire, militante antiraciste. Je suis complet, voilà, et afroféministe, si on veut dire ainsi comme ça. Et voilà, je suis là très contente d'être là aussi, puis on va en parler après. Bonsoir tout le monde, moi c'est Nayon Sakoum Fonkoulou. Déjà, je remercie Diana, mais je remercie aussi Laura et Yvonne pour cette invitation. Je suis très heureux de rencontrer Laura, avec qui on a pu avoir cette discussion, et également merci Mona de nous accueillir dans cette galerie. Donc moi je fais différentes choses, principalement je suis enseignant en études postcoloniales et colonialité, spécialisé dans tout ce qui va être donc je vais en profiter comme ça, voilà, ok d'accord. On va parler dans le micro comme ça, on est sûr que tout le monde entend. Donc je vais recommencer, je m'appelle Nayon Sakoum Fonkoulou, je travaille principalement à la aide en tant que maître d'enseignement en études critiques et culturelles. Je suis aussi spécialiste en Black Studies et je suis aussi délégué à l'inclusivité et à la diversité. Et à côté de ça, je suis aussi à mon compte, je travaille pas mal dans tout ce qui va être DE&I, donc Diversity, Equity and Inclusion, principalement dans des structures associatives et culturelles qui veulent s'engager dans des pratiques plus inclusives et diverses. Et je suis aussi artiste, poète et chercheur. Je travaille le médium de la poésie, donc mes textes, notamment à travers ce que j'appelle la poésie afro-cosmique. C'est une manière de pouvoir parler de nos futurités et de nos singularités archéologiques à travers la physique quantique, l'astrophysique, la cosmologie du Congo, etc., etc. Et peut-être que je dis des choses, mais je pense qu'on pourra en parler au cas. Voilà. Et je vous remercie d'être là. J'ai vraiment un énorme plaisir de discuter sur ce sujet. Et j'espère qu'on va un peu ramener de la fraîcheur avec cette discussion de la fraîcheur caribéenne. On l'invoque fortement. Et puis, dans nos discussions préalables, on avait décidé donc de vous proposer 3 sujets. Et le tout premier, c'est l'ancestralité et les silences. Donc, les silences sont pluriels. Et puis, j'essayais de connecter 2 pièces. Donc, une pièce du One, qui est les portraits donc, du miracle du Pera de l'homme blanc. Et puis, c'est dommage parce que je pense qu'on allait vraiment à côté. Donc, c'est le survival, donc collective survival. Et donc, chez Yvonne, j'aimerais juste poser une partie du sujet qui est l'effet d'invoquer les ancêtres pour faire face, donc, invoquer les ancêtres, leurs stratégies pour faire face à la violence. Non? Et puis, d'une sorte, d'une manière ou d'une autre, aussi faire justice
dans ses propres mains, non? Parce que les stratégies de ton grand-père, il a marché, parce que tu es arrivé à Museo del Prado, non? Face à cette peinture. Ouais. Et La puis, violence de cette peinture. oui, à la violence de cette peinture. Donc, j'installe en fait ces stratégies-là. Donc, l'ancestralité n'est pas de la mystique ou de l'ésotérisme, sinon aussi de la stratégie organisée de la survivance. Et il y a un côté, donc, chez Laura, chez Laura, et que j'aimerais soulever, que c'est l'effet de la résistance comme un processus qui a plusieurs temporalités. Donc, on imagine toujours la résistance comme une réaction violente, mais elle pourrait être aussi un autre type de temporalité qui serait donc se reposer, prendre, se ressourcer, prendre du recul, rester, faire une pause. C'est donc ces deux pièces, donc la référence à des grottes ou des caves et qui se trouvent dans les Caraïbes des Amériques, dans lesquelles il y a des eaux souterraines, et puis les Taïnos, donc les indigènes Taïnos, et se sont réfugiés de la violence de la colonialité. Mais j'aimerais aussi ouvrir comme une autre porte, qui n'est pas seulement l'introspection, et puis le repos comme une partie importante de la résistance, voir que cette demande de repos et puis de se ressourcer n'est pas qu'une demande contemporaine, et parce que des fois on pense que c'est vraiment quelque chose d'aujourd'hui, mais ça a été toujours inclus dans les processus de résistance, mais est aussi un appel au monde intérieur. Et on a enlevé les corps noirs d'un monde intérieur qui est après connecté avec la possibilité d'imaginer un futur, non? Et mais cet espace-là, il n'ouvre pas qu'un monde intérieur individuel ou slash individualiste, sinon qu'il ouvre aussi un terrain de communion, d'une alliance, non, entre les Taïnos et les Cimarrones. Non? Les esclaves qui se sont émancipés. Donc, j'aimerais aussi connecter avec ça. Donc, l'ancestralité vue d'une manière beaucoup plus large. Et puis, ces mondes intérieurs, je les connecte gentiment, de manière très calme, séduisante, avec les silences sur lesquels on a discuté. Donc, les silences a été compris toujours comme la soumission aussi noire. Mais des fois, les silences, ils pourraient aussi être juste une manière de réchauffer un pouvoir intérieur. Non? Donc, bien choisir nos luttes, pas partir dans tous les sens et pas réagir. C'est genre une réponse, pour revenir à Yvonne, stratégique. Non? Et cette stratégie, je la vois très fortement dans une notion que j'ai apprise très récemment, afrocosmique. Qui me faisait vraiment rêver sur les futurs noirs. Non? En fait, on se détache du corps, on connecte pas qu'avec les ancêtres du passé, mais aussi ces ancêtres qui sont convertis d'une manière ou d'une autre dans une cosmologie, un système solaire. Et, mais qui connectent aussi avec des structures atomiques et puis d'autres types. Ok. Et puis là, donc les silences deviennent, comme n'importe quelle lumière du système solaire, une force énorme en puissance. Voilà, je pense que j'ai introduit les sujets de manière qu'on puisse vraiment élargir cette idée de l'ancestralité. Je voulais dire quelque chose aussi sur les silences. Moi, je trouve aussi que les gens ont beaucoup pensé pendant, je veux dire, ma vie de tous les jours,
pour que les personnes noires se laissaient comme s'il y avait un repli, hein, une espèce de repli, comment dire, une introduction comme ça, comme on ne voulait pas s'ouvrir au monde, comment ce n'était refait, voilà, comment se repeller de ce monde-là, qui peut être aussi une réponse. Mais en fait, et pour moi, le silence est une stratégie aussi pour ne pas y aller là où ces structures violentes veulent qu'on aille. En fait, pour ne pas aller au rythme que les structures qui nous violentent veulent qu'on soit, qu'on marche, qu'on rentre dans la violence, comme l'islam est structuré. Donc, il faut aussi la manière dans laquelle nos ancêtres et nos anciens se sont mis à leur ton, à leur cycle. C'est une manière de lutter et d'empêcher cette violence qui finalement essaie de nous dévorer hier et aujourd'hui aussi. Et donc c'est pour ça que je trouvais que parce que il y a des gens qui nous ont critiqués, je l'ai entendu, des gens, des voix, des personnes blanches. Mais vous restez en silence. Mais vous êtes en silence. Mais c'est un silence, beaucoup de fois c'est un silence salutaire. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Merci. Alors là, vous avez ça que Yeah, no, I was just getting the translation. Yeah, that was really beautiful and warm, very powerful. But it's also, like this question is why are you silent? But it's also the expectation that you must speak, that it is your job, and it's often your third or fourth unpaid job to educate people who have a lot more privileges than you have, right? Oui, elle dit que c'était très fort ce que tu as dit, et puis que c'est des fois, c'est pas trop dans le fait, ce n'est pas ton travail de dire les choses, c'est un peu cette perspective aussi qui fait que, qui est très renforcée, évidemment. De dire que c'est toi qui dois faire. And of course, speaking and activism and creating has a toll on the body, on the energies, and your mental health. People don't often talk about figures like James Baldwin, who tried to kill himself about 4 times, right? People always talk about James Baldwin as put together when he was presenting himself as an activist. So that's why a lot of this work focuses on this idea of rest and the spaces where there's a lot of silence as spaces of resistance. No, I'm not sure I understood what you said. Alors, donc cette résistance, ça nous prend aussi de la force. Et c'est pas pour rien que James Baldwin a essayé de se tuer, se suicider 4 fois. Et on disait toujours, c'est lui l'homme fort, mais en effet, ça nous prend beaucoup de force. Et c'est pour ça que j'ai peint aussi dans mes peintures cette silence, cette résistance, ce prendre de force. Merci. And this idea of resist resistance it's an idea that's clearly referencing Audre Lorde, who is also a Caribbean woman living in the US, creating and contributing, but somebody who had a close connection to Baldwin and was seeing what was happening to him and was calling for coming together and bringing collective resistance, but also collective resistance as caring for each other and create spaces of care that are not there for us. Oui, elle a cité Audre Lorde, de Salvador Dali. Rest is resistance. Rest is resistance, donc le repos c'est de la résistance. Et puis elle qui a dit que Audre Lorde, qui était aussi une femme caribéenne, qui créait depuis les États-Unis, elle était proche de James Baldwin, effectivement.
Yeah, and I was also talking about this idea of collective resistance, collective survival, which is something that Aguilar was strongly advocating for, which is for us creating spaces of repose and safety for each other. Before it was called safe spaces, she's talking about spaces of care, spaces of community. Audre Lorde, en fait, elle considérait qu'il fallait créer des espaces pour qu'on se repose, pour que les personnes afro. 10 minutes. C'est fini les premiers sujets. Non. Et que collectivement, que la collectivité, il fallait que c'était très important que l'on se repose collectivement et puis que ça, c'était de prendre soin l'un de l'autre, en fait. Oui. Il y a aussi quelque chose que je trouve hyper intéressant avec le silence, c'est que généralement on prend le silence comme étant inaudible. Comme si en fait, quand il y a le silence, il se passe rien. Mais en fait, on respire. Il y a des respirations dans le silence. La respiration, ça crée justement les différentes formes de respiration qui donnent aussi des indications. Qui donnent des indications sur plein d'états différents. Et c'est là où justement le lien avec l'infocosmique, pour moi, cette question des silences, de la multiplicité des silences, elle se voit aussi dans cette fragmentation et dans ces formes de longueur d'onde, où en tout cas d'omniprésence qu'il y a, que ce soit par exemple avec cette matière noire qui nous entoure, qui est absolument partout, qui est ce qui remplit le plus, on va dire, l'univers, ou les univers, et qui pourtant est quasiment imperceptible. Et pour moi, ces silences, c'est aussi justement, autant c'est une lieu de résistance, que c'est une lieu de repos, que c'est lieu aussi dans lesquels où on pense toujours à ce fameux-là, en tant que personne afro-diasporique, on se donne, on se voit dans l'espace public, on va le donner en silence, mais on sait qu'on se reconnaît, on sait qu'on se voit et on sait qu'on recrée aussi justement des cartographies, qu'on recrée aussi justement des fleuves et qu'on crée aussi des espaces dans lesquels, en fait, qui vont être presque infra, parce que uniquement les personnes qui savent ça, et les autres ne savent pas, mais pourtant tout se passe dans le silence, tout se passe justement dans juste cette reconnaissance qu'on a aussi entre nous. Et que par conséquent, pour moi, ces silences sont aussi un poids qui est énorme, et qui parfois speaks volume, comme on dit. Même si justement, on pense ne pas les entendre, mais qui s'entendent en fait. Ça s'entend parce que quand on est en silence, on nous réclame. C'est excellent. C'est assez drôle parce que parfois le silence met les gens mal à l'aise. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que je dis toujours, que ce soit par exemple à mes étudiants et mes étudiantes, moi je suis très à l'aise avec le silence. En tout cas, j'arrive à communiquer très bien avec le silence et j'ai l'impression que les personnes afro-descendantes, on a justement cette faculté de naviguer et d'être en fait, d'être comme dans un poisson dans l'eau avec le silence. Justement, qu'on a des injonctions à devoir prendre la parole, à devoir s'exprimer, à devoir toujours être vocal et à être un peu en guillemets justement sur cette espèce de devant de la scène. Et où justement, dans les silences, il y a aussi ces recoins dans lesquels on se repose, dans lesquels on fait communauté, dans lesquels on fait soin aussi. Je pense que c'est aussi très intéressant de penser que le silence nous permet à la fois d'être toujours en expression vers l'extérieur, pouvoir nous connecter avec notre monde intérieur. Et puis je pense que ces moments qui ont été vus durant des siècles comme juste de la soumission nous a permis aussi de développer un monde intérieur nourri des résistances. Et donc les corps, ils ne se soignent pas à travers la peau ou d'autres, sinon aussi depuis l'intérieur. Et je pense aussi que le silence, il est important comme réponse d'un non. Je mets une limite. Donc vraiment, le silence, il peut nous entourer de manière que ça nous protège comme une muraille. Et est-ce qu'on passe à l'autre sujet? Oui. Oui, là, on nous a dit. Et où est-ce qu'on... Tu veux que quelqu'un qui est de la région veut parler, s'il veut dire quelque chose, Oui, si quelqu'un a une question ou quelque chose à exprimer sur le silence, sur l'ancestralité,
qu'est-ce qu'il entend, comment il les vit, comment on les voit. Je sais pas. Non, mais donc on t'écoute. La parole est donnée à tous. Bonsoir à tous. Moi, ça m'a. En tout cas, merci pour ce moment, en tout cas, de partage et d'échange. Et moi, ce que je voulais partager, c'est que ce moment de silence qui est pour moi un moment d'éducation. Parce que je pense à la maman qui, avec un simple regard, vous savez, si on devait se taire, savoir si on devait partir de son côté, savoir si on pouvait s'exprimer. Juste avec un simple regard, elle n'avait pas besoin de dire 1, 2, 3, 4, 5. Et cela, c'est vraiment la grand-mère est venue en réaction. Et elle transmettait beaucoup de choses avec le silence. Quand elle venait, elle était agitée, elle était assise, elle restait calme. Et puis tout d'un coup, on se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Et on savait qu'il fallait rester calme et écouter. Donc le silence, c'est aussi une force et ça fait partie de notre éducation. Voilà. Merci beaucoup. Merci. C'est bon, personne? Tu veux parler? Je passe. Merci beaucoup. Alors, je dirais aussi que pendant longtemps, j'ai bataillé avec avec justement la transmission. J'avais l'impression que ma mère ne me transmettait rien. Et puis en fait, elle passait sous silence beaucoup de choses, mais en fait, c'était par l'action. En fait, je me suis rendu compte bien plus tard, et encore aujourd'hui, je réalise, elle a planté plein de graines d'action, des choses qu'elle faisait devant moi. Là, alors oui, il y a des choses dont on parle beaucoup, mais énormément de choses, je me disais, mais elle ne transmet pas la culture. Et puis en fait, oui. Mais c'était en silence, enfin, ça semblait être en silence, mais en fait, il y avait quand même la transmission. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour cette opinion, pour vos paroles, parce que je pense qu'il y a vraiment intérêt à rester en silence aussi. On continue. Du coup, en fait, pour que vous ayez aussi un peu peut-être une vision de comment on a préparé ce moment, on s'est dit, quand on a commencé cette discussion, c'était la semaine passée. Et puis, on s'était dit que c'était assez dommage de ne pas avoir filmé, parce qu'il y a tellement de choses qui sont sorties, pas avoir enregistré en fait, parce qu'il y a tellement de choses qui sont sorties de ces discussions. Et par rapport au plan, on avait aussi réfléchi, on s'était dit, ben, c'est vrai qu'on est dans un contexte aussi qui est suisse. Et la question finalement des économies qui existent, des économies de l'acquisition de l'art afro-diasporique et afro-caribéen dans les structures aussi en Suisse, c'est un sujet qui est généralement qui commence à être un peu thématisé, mais à mon sens, ou en tout cas à mon sens, qui n'est pas suffisamment. Et puis on s'était posé la question de se dire, de s'interroger, et de vous interroger aussi finalement sur c'est quoi les conditions actuelles de l'acquisition des œuvres de nos artistes de manière générale, et puis comment est-ce que finalement est-ce qu'il est possible aussi de ne pas tomber dans une forme de tokenisation, parce que c'est vrai qu'on est à un moment donné, surtout suite à l'assassinat de George Floyd, où il y a eu de plus en plus finalement d'expositions, de propositions qui avaient une vocation justement antiraciste, mais justement des artistes noirs en avant. Mais comment est-ce qu'on sort aussi à un moment donné de cette espèce de one-shot de « oui, c'est super, on a fait cette exposition, et puis what's next ?» finalement. Et donc, du coup, on s'était dit qu'ici, ça pourrait être une occasion d'être aussi en discussion sur ces pratiques ou ces politiques d'acquisition, et à un moment donné, de ne pas être allé. Je peux aussi traduire après, si j'en veux. Et du coup, de se dire, finalement, qu'est-ce qui peut être mis en place aussi concrètement pour aller au-delà, justement, d'une manière un peu cosmétique aussi, parce que c'est vrai que finalement, les galeries, les musées, de manière générale, c'est aussi là qu'on écrit des histoires. On voit aussi des grandes visibilités. C'est là aussi où il y a une forme
narratif qui se construit et comment est-ce qu'on n'est pas dans une forme de cooptation finalement, de réappropriation, mais aussi de pédagogie. Comment est-ce qu'on peut complètement s'approprier les manières de se raconter, de nous raconter. Et donc, du coup, il n'y avait pas vraiment une question générale, mais la question que j'avais aussi envie de vous poser, à travers une perspective différente, toi aussi, Laura, because, well, we also had the opportunity to work together, but you were also, je suis juste en anglais so that she has the question, et je la dirai en français. But also as an artist who is also exhibiting in Swiss institutions but also abroad. And what does it mean to be a part of like this economy of, you know, this sort of artwork? Donc finalement, qu'est-ce que ça veut dire d'être une artiste qui expose aussi dans des institutions suisses? Et donc d'avoir aussi cette forme de visibilité ici mais aussi ailleurs. But also what it means to have like the work that is bought, or that can be bought, also by institutions. D'avoir aussi des œuvres qui peuvent être achetées par des institutions. Laura, toi, dans ton contexte aussi justement de recherche, et aussi d'activisme, mais aussi justement de ta connaissance du tissu, on va dire, du tissu du monde de l'art. Et puis toi aussi, moi, en temps, justement, tu as tellement de casquettes différentes. Et donc, du coup, aussi en tant qu'artiste, mais aussi en tant qu'activiste, quel est aussi justement ton rapport et ton regard par rapport à ces économies au pluriel et ces méthodes d'acquisition qui sont en place? So yeah, my work has been acquired by Swiss collections, and a part of that has been a sense of, oh, I've been here more than a quarter of my life at this point, and of course you want to contribute to the space you have as well. Oui, donc mes œuvres elles ont été acquises par des collections suisses, et puis ça fait plus d'un quart de ma vie que je suis ici en Suisse, et puis j'ai envie de rétribuer, c'est ça? Oui. Contribuer. J'aimerais contribuer d'une façon ou d'une autre. But of course, another aspect of it, and I have a lot of discussions with my mother about this, is that she doesn't want me to contribute to brain drain, which is a big subject in the Dominican Republic. She doesn't want my work to just stay with the global minority. So I also make it a point to go to Nairobi, to Kenya, and do a residency and do a project there and speak to young artists there. Also go to the Dominican Republic and do the same. So a part of my time is intentionally sought out to also do projects in the global south with the global majority, even if those projects are not the most profitable. C'est un sujet que je parle beaucoup avec ma mère, et puis ma mère, elle aimerait pas que je participe à la fugue des cerveaux avec mon travail, et elle aimerait pas que mon travail reste uniquement dans le nord global, entre guillemets. Mais donc, du coup, c'est pour ça aussi que je me rends des fois à Nairobi, au Kenya, pour parler avec des jeunes artistes, avec des jeunes personnes. Et puis, je fais la même chose également en République dominicaine pour que des expositions pour que mes œuvres, en fait, pour que mon travail il soit aussi dans la majorité globale, auprès de la majorité globale. Yeah, you know, I recently did a solo show at the Centro Cultural de España, this cultural center of Spain, Santo Domingo, and that was a big thing because it's the first time my family ever saw my work live. You know, it's a big thing for me, for them. So that's something that I'm continuously keeping in mind as I work. All that said, j'ai récemment fait une exposition au Centre culturel d'Espagne à Saint-Domingue, et puis c'était une grande chose parce qu'en fait c'est un grand événement, parce que c'est la première fois que ma famille et que mes parents ont vu mes œuvres en direct, en live. Et puis
Donc voilà. Et tout cela dit, So all that said, my work is meant to be for everybody. I don't, I have lived more than half of my life in the global north. I do come from the global south, and I don't want my work to only inhabit one space. I'm also very invested in having what we're calling horizontal exchanges between myself and artists that are based in Ghana, in Nigeria, in Dakar, in the Caribbean, because we also need to have, besides the commerce, there's also a thing of archiving and presenting our own history that will then lead to the museums not being able to ignore us, and will lead to many curators of the global north not being able to say, oh, I've never heard of this. donc oui, en fait, je participe aussi à ce que c'est les échanges horizontaux, en fait, avec des artistes, les artistes kenyans et dominicains et caribéens. Et puis, en fait, ce qui est important aussi pour nous, c'est de faire nos propres archives pour qu'ensuite les institutions elles puissent pas dire ah bah vous n'existiez pas ou bien vous n'avez pas fait le travail. Et voilà, c'est important pour nous de constituer nos archives. Moi, en fait, je n'ai pas de collection suisse. Moi, je suis plutôt performance, musicienne, c'est mon premier travail. Par contre, j'ai déjà collaboré avec des institutions suisses. Et j'ai eu des collaborations de personnes, des artistes noirs et afro-descendants dans les institutions suisses. Et il y a une sorte d'éphémère dans notre participation en tant qu'artiste dans les institutions. Et ce qu'on ne voit pas, c'est franchement une continuité dans la démarche, en fait. Une continuité dans la démarche. Et je dois dire aussi que les grands musées et les collections suisses, ce que je vois, le peu que je vois, c'est qu'ils mettent toujours en avant des African-Americans, des personnes nord-américaines, noires, qui ont des grandes carrières, mais ils ne mettent pas, en fait, en avant, dans les grandes institutions suisses, des personnes nord-américaines, dans les grands musées. En fait, à chaque fois, il faut voir des personnes qui sont des grands artistes, voilà, qui viennent de se passer, franchement. Tout au cours de Londres, voilà. Mais on ne voit pas des artistes afro-caribéens, pas beaucoup. D'ailleurs, je crois avec Ghana, on est allé voir une Doris Salcedo, voilà, colombienne, qui n'est pas afro, mais que c'est une femme, je pense que c'est la première femme colombienne qu'on a vraiment fait. Oui, mais elle n'est pas acquise dans les musées. Mais elle n'est pas acquise, elle n'est pas dans les collections, mais on l'a exposée. Voilà, mais elle n'est pas dans les collections. Après, je veux dire que dans les mangos, il n'y a pas une personne qui ne soit pas afro-américaine, africaine-américaine. Il n'y a pas. Et il n'y a pas eu pendant les 30 ans qu'il y a le mango et une femme noire, non-américaine, qui a exposé dans les mangos. Il n'y a eu que des hommes noirs américains. Et je le sais parce que j'ai fait des ateliers dans ce Wikipédia, à chaque fois qu'il voulait faire une contribution en étant au Manco, je n'ai pas trouvé une seule personne qui était au Manco en tant qu'artiste afro non américain. Il n'y a eu qu'une seule. Donc, du coup, ça c'est pour parler de Manco et maintenant, j'espère qu'après son renouvellement, ça va aussi réfléchir les collections. Donc voilà, je parle directement en anglais, comme ça parce que c'est des choses que bien dit. Et donc du coup il y a ça, mais dans les collections on ne voit pas tout ce que ça. Au Souris, au House qui sont dans la Suisse, on n'a pas l'opportunité de voir déjà des expos et dans les collections non plus.
Parce que c'est vrai que nous, depuis l'Europe, les regards est porté sur l'art qui est fait sur les personnes afro-américaines ou africaines-américaines, mais pas tellement sur les regards de l'art qui est fait dans la diaspora africaine. Et que ce soit du Caraïbe, que ce soit voilà, au sud, à l'Amérique du Sud, alors qu'il y a des grands, des seniors artistes. Maintenant, ça commence avec le Brésil, mais il y a très peu de personnes qui sont, comme on dit, exposées. D'ailleurs, l'année passée, il y a eu un artiste brésilien, l'année passée, à Clément Coffert, il y a un artiste brésilien qui est exposé, c'est un afro-brésilien. Et mais je ne sais pas si encore le nom qui a pris des années. C'est une autre chose. Et donc, moi, je parle toujours de cette il n'y a pas cette vraiment, on n'a pas une structure dans laquelle on puisse vraiment faire un travail d'inclusivité et de diversité entre guillemets, de l'art visuel en Suisse. De l'art des arts, en fait. Et je ne connais pas des projets, franchement, il y a cet élan d'inclure et de vraiment montrer, de vraiment faire entrer dans les collections l'art de l'afro-diaspora, qui ne sont pas des afro-américains. Moi, je ne connais pas. Et donc, moi-même, en étant en collaborant avec des institutions, c'est vraiment des collaborations très ponctuelles. Voilà, dans lesquelles j'ai eu quand même une certaine liberté parce que, voyons comment je parle, je suis pareil partout. Je me dis, rien, je ne dois rien. En fait. Et donc, du coup, si tu m'appelles, tu sais pourquoi tu m'appelles. Donc, du coup, je ne cache rien, je dis ce qu'il y a à dire. Et si on veut collaborer avec moi bien, sinon, tu vas au revoir. Et donc, c'est important ça. Autre chose que je veux dire, c'est que aussi les pièces, les œuvres des personnes noires et africaines et afrodescendantes dans l'art contemporain sont moins valorisées. En fait, tu peux aller dans n'importe quelle galerie ici à Genève, il y a un tableau de je papier, blanc, bourré, et ils ont 70 000 francs, et ça passe comme des mots, tu vois. Dès qu'on passe dans l'art africain et de l'afro-diaspora, il y a une réduction importante du prix des tableaux. Parce que il y a déjà, j'ai parlé avec des collectionneurs, des gens qui travaillent dans le monde de la collection, déjà à Paris, et par exemple, il y a beaucoup de collectionneurs qui veulent aussi prendre des personnes de l'Afrique, de gens, parce qu'elles soient les sons, ça coûte moins, et après, ça va coûter plus cher, comme toujours, comme spéculation. Mais, je pense qu'il y a un travail aussi à nous de vraiment, de vraiment reivindiquer les lieux qu'on a et aussi l'histoire qu'on a d'avoir des conditions de création, pour la création, pour la production. Tu vois, donc il faut vraiment qu'on puisse faire l'effort, nous en tant que collectivité, de nous réunir pour vraiment forcer la porte. Parce qu'on ne va pas nous, c'est à nous de la forcer. Pour vraiment avoir des conditions de travail, de production artistique, et comme nous le savons. Merci. Je vais essayer de soulever les points qui sont dans la recherche des institutions et puis des acquisitions ça qu'on a appelé durant toute la vie des minorités. Donc, aujourd'hui, j'aimerais juste, donc le premier point, c'est qu'on a démontré que les acquisitions des pièces ne créent pas du tout une politique publique d'inclusion. Donc, c'est vraiment des tendances. Donc, on a vu les énormes acquisitions, notamment aux États-Unis, par rapport à de la production noire et après, donc les Black Lives Matter, non? Mais donc, ce sont vraiment des courants et puis des vagues qui viennent, mais il n'y a pas une politique publique d'investissement qui puisse être sostenible durant des années. Et si on aimerait donc vraiment que l'acquisition elle soit liée à une justice culturelle, donc ça veut dire que les histoires noires et la narrative noire elles puissent être incluses à l'intérieur de l'histoire de l'art et puis plus largement dans l'histoire.
non? Si c'est ça qu'on aimerait, l'acquisition n'est pas une stratégie qui suffit. Elle est loin. C'est plutôt le contraire. Donc, ça serait vraiment l'usage d'une image, donc, comme une quota, non? Telle qu'à la télé ou autre, etc. Mais, c'est loin d'être suffisant pour vraiment établir une narrative. Il y a un point que je voulais absolument soulever, donc, qui serait les points positifs aussi de l'acquisition. Et puis que ce sont des individualités qui rentrent dans le monde de l'art et de l'industrie de l'art contemporain. Par contre, il y a un point qui paraît anecdotique, mais la plupart des artistes noirs, ils ne savent pas leur prix. Donc, ils sont toujours très en bas des prix moyens des acquisitions, non? Parce que on n'a pas du tout ni la connaissance, ni une communauté qui parle ouvertement des questions monétaires, non? Et puis on est très habitué à être inclus et puis être plus ou moins remerciant d'être inclus, non? Et donc, juste pour soulever plusieurs points, en lien à la politique publique européenne, et puis je vais essayer de soulever un point qu'on avait discuté à Genève, et je pense donc que les artistes noirs, et puis on va dire bruns, parce qu'on les met tous, on essaye en fait de faire une inclusion package, donc on met les noirs, et puis si on est noir et lesbienne, c'est encore mieux, et puis noir, et puis queer, et puis voilà. Donc, tac, c'est, et tous ensemble, et puis on paie pour ça, non? Mais on paie une fois. Il n'y a pas du tout une planification publique pour y reconnaissance de la présence et la contribution d'une population. Par rapport à Genève, qu'on appelle toujours la Genève internationale, il faut se rappeler que la Genève n'est pas qu'internationale, ou une Genève expat, non, qui serait le cas, en fait, des Nord-Américains, etc. C'est aussi une Genève diasporique. Et puis, c'est pas du tout nouveau. Ça n'a pas commencé avec George Floyd. C'est c'est une histoire très lointaine, non? Même une grosse partie de la classe ouvrière portugaise, elle était noire, non? Et les Algériens français, etc., etc. Donc, pour pouvoir changer ces discours qui étaient tellement hégémoniques à Genève, la Genève internationale en tant que Genève anglaise anglophone, il faut commencer vraiment à revendiquer que cette ville, c'est aussi une ville diasporique, pas qui est expat, non? Et puis que les Noirs, ils ne parlent pas qu'anglais, non? Donc déjà ça, parce que la plupart des Noirs présents dans l'espace public, comme image, dans le pouvoir de prendre la voix, la parole, etc., ce sont des personnes qui parlent anglais. Par contre, on voit rarement d'autres types de Noirs dans les postes de pouvoir et puis des prises de décision. Et puis, je continue avec les politiques publiques. Alors, les politiques publiques ne s'arrête pas ni dans l'acquisition, ni dans le dessin d'une narrative à l'intérieur d'un musée. Il y a une autre partie, c'est le regard, parce qu'on pourrait bien acquérir des pièces noires, donc des artistes noirs qui représentent des noirs, etc., mais qui sont exposés avec un regard raciste. Donc, il manque aussi une reformulation, non, de la narrative à l'intérieur des institutions muséales, des galeries, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on n'a pas de politique publique comme ça, on repose sur des initiatives privées. Et puis on dit, ah mais regardez, non mais on n'est pas raciste. Il y a une galerie qui s'appelle de telle manière, et puis qu'elle est spécialisée en ça. Non. Par contre, et on ne peut pas reposer juste sur des initiatives privées. On défend que l'industrie de l'art devrait être une articulation entre les initiatives privées, mais aussi de la politique publique, qui viennent avec de l'argent.
Parce que ça ne suffit pas d'acheter des pièces, non, sinon d'investir de l'argent sur plusieurs années. Et puis pas que pour inclure des pièces ou de la représentation des Noirs dans les musées, sinon aussi des directeurs noirs, des curateurs noirs, des chercheurs noirs, etc., etc. Et puis qui ne racontent pas que les histoires du Caraïbe, sinon qui racontent les histoires des personnes noires à Genève. Non, parce qu'il y a des personnes noires à Genève, il n'y a pas que des personnes noires en Afrique. Et je les vois. Et genevoises, qui sont nées ici, etc. Et puis cette complexité, et ça nous fait peur toujours, non? Des jeunes qui sont noirs et qui sont queer, mais qui sont nés à Genève et puis qui ont une maman storicoise. Donc, c'est ça, c'est aujourd'hui, c'est notre problème d'aujourd'hui. Donc, je dirais que l'acquisition, elle est loin d'être suffisante pour créer une politique publique qui reformule notre manière de voir l'identité, qui, je défends fortement que l'identité de cette ville, elle est diasporique et puis pas expat, non? Ou pas qu'est, non? Surtout ça. Et puis apprendre dans nos communautés à mettre des prix de notre travail, de nos efforts, etc., etc., non? Qui est toutes ces connaissances, que l'argent, il ne devient pas un tabou. Ça serait déjà bien, tant qu'on attend des politiques publiques qui arrivent. Et, mais on va essayer de créer des politiques publiques. Il y a aussi une chose que je trouve intéressante par rapport à nos communautés aussi, c'est l'effet d'apprendre à pouvoir et faire rentrer dans ces institutions en tant qu'individu, tirer vers ces institutions d'autres gens, de nos communautés. En fait, parce qu'on est seul, et quand on est seul, c'est difficile. C'est difficile d'échanger ou d'essayer un peu comme on dit, de monter un peu les institutions. Un musée, c'est un musée. Et par principe, le musée est colonial. Voilà, c'est une structure coloniale par principe. Je ne pense pas. Moi, en fait, je me rappelle qu'à un moment donné, on m'avait fait une interview et sur cette mouvement décolonial des musées, et j'avais dit, il n'y a pas manière. Pour moi, un musée qui n'est pas colonial, c'est un musée que ne préserve rien. En fait, c'est un musée qui prend des œuvres, le montre, il le passe. Pour moi, les œuvres doivent être en constant passage d'un lieu à un autre. Voilà. Donc, pour moi, ça sera un musée qui s'est colonisé. C'est ce que je dis. Donc, mais... Toi, tu es d'accord? Toi, tu es d'accord avec ça? Tiens, papa. C'est moi qui pose la question. De toute façon, je parle du principe que le musée est de facto colonial. Ça fait partie, c'est une des technologies justement coloniales. Donc maintenant, pour pouvoir décoloniser le musée, il faudra inventer une toute nouvelle manière de faire un musée, qui ne serait pas un musée. Parce que voilà, si on doit vraiment le déconstruire de fond en comble, ça veut dire qu'il faut mettre en place une nouvelle structure qui ne soit pas la structure muséale. Parce que sinon, on reproduit déjà de base une base en elle-même qui est déjà une base qui est issue d'un terreau qui est colonial. Donc la question de la circularité des œuvres, c'est quelque chose soit qui existe déjà dans les centres d'art, etc. Ou de toute façon, de facto, ces lieux ne vont pas des sous-sols avec justement des œuvres qui dorment ici, enfin, à l'internat, mais sont déjà des lieux de circulation d'œuvres et des lieux dans lesquels il va y avoir des artistes qui vont peut-être venir pouvoir faire une résidence et ensuite monter et ensuite ça puisse circuler. Donc après, je pense que ça tout dépend comment est-ce qu'on se positionne et ce qu'on souhaite faire. Si on veut créer des espaces dans lesquels il y a des formes de circularité, je pense que c'est des éléments qui existent déjà et qui peuvent être repris, mais qui de toute façon ne s'appellent pas musée. Je regarde juste le temps parce que je vois que Galère nous regarde depuis un moment en disant l'heure. Oui. Donc on va, si ça vous va, on ouvre.
Laura, tu veux? Si tu veux. Yeah, I think we're talking about things that mean decolonization of the institution, but I think more importantly, a decolonization of the mind. Like at the end of the day, these institutions are the decisions that are made by the people who run them, right? So, yeah, I think we have a lot of work ahead of us. Elle dit qu'on parle de la décolonisation des musées, mais qu'il faudrait parler aussi de la décolonisation des têtes. De l'esprit. Parce que en fait, les musées, ils sont dirigés par des personnes, et ces personnes-là, il faut aussi qu'il y a beaucoup de travail à faire en fait. Il faut décoloniser les personnes qui travaillent dans les musées. Moi, j'ai cru que tu prenais le micro en mode c'est bon, je reprends possession de. Non, Non, mais à la fois, ouais, si quelqu'un veut intervenir. Oui.